Ces professions, qui sont des professions où les gens parlent, Oui. en fin de compte, quelque part, ils ne parlent pas vraiment dans leur propre nom, quelque part. C'est très rare. Voyez-vous, et ça, c'est très ambigu. C'est très ambigu. Que ce soit l'astrologue, ils parlent en propre, et même à la limite, si on leur soufflait pas ce qu'ils ont à dire, Oui. dans le cas du voyant qui a des flashs, etc., si il n'y avait pas un thème astral à interpréter, Oui. si il n'y avait pas des tirages de tarot à combiner, eh bien, il n'aurait rien à dire. C'est vrai. Dans bien des cas, oui. Voilà. Donc ce sont des non-parlants. Ce sont des non-parlants, oui. Qui ont des outils qui leur permettent de parler, comme des non-voyants ont des outils qui leur permettent de voir ou d'entendre. Donc, bon, je suis un peu méchant en disant ça, mais je dis que normalement, au fond, là par exemple, nous on parle, bon, alors évidemment, c'est vrai que le langage lui-même est un outil. En tant que tel, oui. Et que c'est aussi déjà une imposture, le langage, parce que ça nous donne une certaine qualité d'expression qui est de l'ordre du collectif, en fin de compte. Par exemple, il y a des expressions très imagées, très poétiques en français, mais que tout Français connaît, et qui pourraient apparaître comme extrêmement originales pour quelqu'un qui est chinois, et réciproquement. Oui. Donc, alors, par contre, celui qui... Quels sont les cas où on est vraiment dans l'authenticité de l'être? Alors, là, c'est peut-être pour ça que concrètement, quand je reçois quelqu'un, je sépare en général la consultation de voyance, pour ne parler que de ça, en 3 parties distinctes. La première partie, j'accueille, asseyez-vous, quel est votre prénom, votre date de naissance, et je parle. Effectivement, là, ça vient, je suis guidé. Soit par les tarots, soit par les visions, mais je suis guidé. Ensuite, je passe à une deuxième phase où s'instaure un dialogue, où la personne, c'est elle qui va parler par rapport à ce que j'ai dit. Et on va se répondre. Et là, effectivement, on passe déjà une autre phase. Et puis la dernière phase, et j'y tiens particulièrement, c'est une espèce de synthèse, où là, c'est moi qui m'exprime. En tant que, peut-être parce que j'ai une formation philosophique, par ma réflexion, et où je viens toujours ajouter, même si ça dure que 5 minutes, parfois ça peut être plus long, ce troisième élément où là, je parle, je reprends la parole, je me réapproprie le langage pour en faire le mode d'expression de ma vision, de ma pensée. Ce que vous dites vient de vous. Voilà. Il n'y a pas une espèce d'élément qui vient interférer, qui vient faire que la personne parle, mais que ce n'est pas vraiment elle qui parle. Voilà. Bon, ça reste un nous, par définition, parce qu'on parle toujours avec un arrière-plan historique, culturel. Mais je tiens absolument, ne serait-ce que pour moi, mais aussi pour la personne qui est en face, parce qu'elle n'est pas venue après tout pour... Sinon, elle pourrait aussi bien consulter un ordinateur avec une base de données géniale et avoir les résultats pour ce qui est de certaines choses, le tarot en particulier. Je tiens à instaurer justement cette dimension où la langue est réappropriée. Voilà, mais c'est bien, parce que, en tant qu'homme, enfin, on revient à ce débat. C'est vrai qu'effectivement, quelque part, moi je pose le problème de manière beaucoup plus globale. Je dis que nous avons inventé des techniques pour aider certaines personnes à pallier des manques, et c'est devenu la norme en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces techniques qui devraient être réservées aux personnes qui ont un problème de malvision, qui sont malentendants ou mal tout ce qu'on veut, c'est normal qu'on les aide. Mais en même temps, on sait très bien qu'en le faisant, on fausse le jeu. Tout à fait. On fausse le jeu social, on fausse le jeu des valeurs, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui fait quoi, et donc c'est un jeu très dangereux. L'utilisation de l'outil est quelque chose de très dangereux, parce que on ne sait plus qui est vraiment porteur de ce qu'il dit. Il faut bien reconnaître que je sais pas, moi je donne toujours l'exemple, un enfant de 8 ans qui sait lire, il peut lire du Deleuze. Ah oui, à haute voix, non mais je veux dire, il peut le lire. Voilà. Bon. Or, c'est exemple ça. Bon, donc en fin de compte, on ne sait plus distinguer entre celui qui est porteur de quelque chose dont il est l'auteur, donc qui a la valeur, qui a la qualité d'avoir produit cela, et quelqu'un qui emprunte un savoir
et qui, parce que ça sort aussi... Comment peut-on distinguer quand quelqu'un vous parle, si ce qu'il vous dit, il l'a appris par cœur, ou si ça vient de lui, ou si ça sort de lui, ou s'il répète depuis 100 fois la même chose? On n'en sait rien. Au niveau de l'apparence, bon... Extérieurement, c'est pareil. On n'en sait rien. Bon. Un bon acteur vous fera passer... voilà, c'est le rôle de l'acteur. Voilà. Il est là pour ça. Bon, mais tout le monde est acteur à ce niveau-là. Enfin, beaucoup de gens sont des acteurs. C'est-à-dire que, bon, et si le mot acteur, c'est celui qui, effectivement, joue un texte qui n'est pas le sien, l'astrologue, le tarologue, officiellement, sont des gens qui ne sont pas censés jouer leur propre partition. Tout à fait. En tout cas, c'est ce qui est... c'est la base du transfert initial. Oui, parce que dans la je viens vous voir... non, dans la pratique, c'est pas comme ça. Mais dans le transfert, c'est... Je viens voir quelqu'un qui ne parle pas en son nom propre et qui parle en utilisant des techniques, etc. Bon. Voilà. Et paradoxalement, peut-être que l'astrologue n'a pas les mêmes problèmes que son client. Son client, lui, il a besoin, dans son transfert, d'avoir quelqu'un qui se sert de ces techniques, mais lui aussi, quelque part, il voudrait avoir la même chose. Il y a une espèce de miroir. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir, en utilisant l'astrologie, c'est comme l'enfant qui voit sa maman lire parce que maintenant c'est la grande manie. La maman, elle ouvre un livre pour lire. Bon. Donc l'enfant, au lieu que ça sorte directement d'elle, en plus, elle va dire, ben moi un jour je vais apprendre à lire et puis comme ça, moi je pourrais faire ce que fait maman. Donc c'était toute cette idée de encore l'enfant qui refuse d'être enfant et qui veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. On est constamment dans l'imposture à toutes sortes de niveaux grâce aux techniques, que ce soit les techniques de langage. Bon, donc effectivement, on est très très loin de la thèse de l'intuition là. On est très très loin de la thèse de la spontanéité. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout dans ce registre-là, au contraire. Ce sont des gens qui se méfient complètement au contraire de cette dimension et qui veulent utiliser ces techniques parce que c'est un garde-fou, parce que c'est un moyen de dire des choses pertinentes, c'est un moyen d'y voir clair. Donc quelque part, elles refoulent leur propre nature, en quelque sorte. Nature avec laquelle elles ont un rapport difficile. Une nature qui les a mal inspirées, une nature dont elles veulent se venger peut-être. Et donc elles vont dire, mais je ne m'intéresse pas à ce que je pense, moi je vais regarder ce qui est marqué dans les astres, dans le tarot. Donc l'idée que les femmes sont intéressées par l'astrologie parce qu'elles sont plus sensibles, plus intuitives, à mon avis ça ne tient pas du tout, une seconde. En réalité c'est le contraire. Moi je renverserais le problème en disant au contraire, c'est les gens qui sont contents, sont satisfaits de leur façon de fonctionner avec autrui, n'ont aucune raison d'utiliser ces techniques. Et même, je vous dirais que, à la limite, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure des professionnels, on peut très bien imaginer des hommes qui utilisent ces techniques, mais tout simplement parce qu'il le faut. Voilà. Parce que la clientèle le demande, oui. Mais qui eux-mêmes font semblant de les utiliser, à la limite. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont des choses à dire, ils les disent, voilà. Sous couvert de ces techniques, mais en réalité, ils n'en sont pas dépendants complètement. Ça existe certainement. Voilà. Aucun doute là-dessus. Mais d'un autre côté, par rapport à ce que vous dites là, je suis assez d'accord sur bien des points, mais le développement de l'outil, c'est vrai que c'est une tricherie, c'est vrai que ça empêche la nature de s'exprimer d'une certaine façon. Mais ça a aussi un intérêt concret, pratique. Le développement de la qualité des microscopes permet des opérations et de sauver des vies. Ça permet des choses qui étaient impossibles il y a 10 ou 20 ans ou 50 ans. Oui, il y a effectivement, d'ailleurs même l'astrologie aussi, l'existence même de l'astrologie est probablement de l'ordre de la technique elle-même. Donc il y a des techniques qui sont extrêmement précieuses, mais on pourrait imaginer aussi, cher monsieur, que nous ayons pu développer notre propre capacité de vision, et puis, sans passer par l'outil. Parce que les gens qui ne savent plus courir, donc je veux dire, des enfants qui les escalators étaient faits normalement pour des gens qui ne savaient pas marcher, qui ne pouvaient pas marcher. Tout à fait. Maintenant, un enfant de 8 ans, il trouve tout à fait normal de prendre l'escalator. Tout à fait. Donc il ne voit même pas... En fait, ce qui est le problème, c'est qu'on ne dit pas, mais oui, mais ça c'est réservé aux personnes qui ont un problème, ou des personnes qui ne peuvent pas autrement.
on ne met pas un accent là-dessus. Prenez votre caméra. Oui. Si nous nous reportions, alors voyons, avant 68, donc, vous auriez été obligé de venir ici avec une équipe de tournage, C'est vrai. D'ailleurs, moi, des bobines de film, moi j'en ai fait d'ailleurs à l'époque. même du Super 8, hein, même si on Oui. prend du petit, Oui. de changer votre bande tous les quarts d'heure. Mhm. C'est-à-dire que ce que nous avons fait là en peut-être 3 heures, 3-4 heures, vous l'auriez fait sur 6 jours. Mm. Oui, enfin, moi j'ai filmé des colloques. Non, enfin, non, enfin, oui, si, enfin, non, oui, d'accord. Enfin, Votre, en plus, le côté Oui, discursif, en qui 80, vous moi, j'ai permet de commencé à parler filmer. librement, là, ça aurait été interrompu. oui, Il oui, aurait oui. fallu retrouver un rythme. Oui, oui, d'accord. Il y aurait eu des plans de coupe, il y aurait eu des faux raccords. Donc, Dans de la toute façon- pensée même. Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais cela dit, effectivement, on pourrait. Bon, inversement, si vous voulez, par exemple, Beethoven, Oui, s'il y avait eu des enregistrements, il n'aurait peut-être pas eu besoin de faire des partitions. tout à fait. Donc, la partition, il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de moyen d'enregistrer. Ah, tout à fait, c'est une manière de fixer la chose. Non, mais je veux dire, mais de fixer approximativement. Oui, bien sûr. Parce que moi, je ne suis pas du tout convaincu que la partition suffise à rendre la musique telle qu'elle a été conçue initialement. C'est discret, de toute façon, une partition par définition est discrète. Même si Xenakis a fait des travaux là-dessus pour une continuité du son, on est loin d'être... Donc la d'être partition, dans à mon avis, moi je sais pas, moi je joue Ouais. beaucoup, je suis pas sûr qu'il y ait des partitions qui puissent rendre compte exactement de ce que je fais. Parce que le toucher, le toucher, on peut pas expliquer tout ce qu'on veut, Non. tout ce qu'on fait, etc. Et c'est là où ça, le numérique donc, bien sûr, avec ses limitations, Oui, parce que permet vous pouvez mettre, d'enregistrer. Genre, si je brosse un synthétiseur sur l'ordinateur, ça m'arrive. vous avez la partition qui sort. Voilà, et ça va plus loin que ça. Les indications de toucher, Ah oui, elles vont être également elles intégrées. vont être indiquées. Ah oui, ça c'est bien. Oui. C'est-à-dire que je vais avoir, pour une note, peut-être, en fonction de ce que je désire, 10, 20, 50 Mais moi, ou 60 paramètres. Ah, justement, vous pourriez peut-être me conseiller là-dessus, parce que j'en ai fait ce soir au concert au Châtelet, là, il y a une soirée avec du Stravinsky, et Ouais. puis du Ligeti, et puis du Salonen. Oui. Bon, ben, c'est ordinaire, c'est tous les ans, c'est un... bon. Eh bien, effectivement, ce sont des œuvres qui sont déjà... oui, c'est vrai, ce sont des œuvres qui sont déjà anciennes, bon, mais l'orchestre, un enfant qui vient au concert, naïvement, il peut dire, voilà des gens qui jouent devant moi, et qui jouent des choses qu'ils ont trouvées, Oui. et qui se mettent d'accord entre eux, comme par exemple, à la maison, il y a des gens qui, à la table qui discutent entre eux. Oui, tout à fait. Et alors, tout est artificiel, tout est faussé. Ces instrumentistes, ils ne pourraient pas jouer quoi que ce soit entre eux s'il n'y avait pas de partition. Tout à fait. Et ils n'auraient rien à jouer d'ailleurs, de toute façon, s'il n'y avait pas de partition non plus. Donc, effectivement, moi, ce que je crains, et l'astrologie participe de cette imposture, si vous voulez, c'est qu'elle donne une impression de savoir, le sentiment que ces gens-là parlent, Oui. alors qu'en réalité, de toute façon, dans le meilleur des cas, même s'ils disaient quelque chose, ça serait certainement beaucoup moins authentique que des gens qui n'ont pas ce genre de méthode. Ouais. Donc, on a une sorte de fausse... on fausse la hiérarchie. C'est-à-dire qu'on fausse... On met à la tête d'un pays, d'une profession, des gens qui n'ont pas les... qui ne sont pas porteurs des vraies compétences. Et par ailleurs, il y a, dans ce domaine comme dans les autres, il y a aussi, c'est pas parce qu'on est un bon astrologue qu'on sera la personne la plus à même de dire ce que dit l'astrologie. On peut être un très bon compositeur et un très mauvais interprète. Absolument. Et oui. Et là se pose un problème. Je connais des gens qui sont très doués dans bien des domaines, mais qui sont absolument incapables de transmettre directement. Eux sont passés par quelqu'un qui a porté leur voix, ce qu'ils font. On est donc dans une forme de nécrologie, si vous voulez, parce qu'en fin de compte, moi, par exemple, jouer du Chopin en 2011, c'est réveiller les morts. Oui, complètement. Non, mais je veux dire, c'est l'interprétation, là, ça devient une sorte de réactivation. On fait semblant de faire apparaître Chopin devant nous et de faire apparaître sa musique devant nous.
Oui. Et c'est l'absence qui devient présence, si vous voulez. C'est-à-dire que on tombe c'est le manque qui est caché, c'est l'absence qui est. Donc effectivement, quand on applaudit un concert Chopin, ben effectivement, bon, d'accord, mais peut-être qu'à cause de ça, on va pas écouter les compositeurs contemporains, etc. Oui. Moi, depuis des décennies que je vais au concert, c'est toujours le même répertoire. Oui, ça c'est vrai. Oui, Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Bon, ces interprètes, on a beau dire, à force de valoriser l'interprétation. L'autre jour, je vais parfois à des clubs de poésie, quelqu'un me disait ah oui, mais moi je disais, moi c'est énervant, ces gens qui se réunissent et qui chacun lisent des textes. Ah oui, mais donc des textes, de toute façon, même s'ils en sont l'auteur, ils ne sont pas un auteur à ce moment-là, ici Non. et maintenant. Non, non. Donc c'est du réchauffé. Elle me dit ah oui, mais l'interprétation. Comme vous dites vous-même, on ne joue plus que par l'interprétation. L'interprétation, du moment qu'il y a l'interprétation de la TVA, de la valeur ajoutée, on se contente. C'est très décadent. Ah, En fin de compte, on dit ah mais du moment qu'on ajoute quelque chose, c'est bien. De même qu'on met un peu de sauce sur un truc, c'est bien. C'est la philosophie aussi de l'addition. On ajoute quelque chose, un produit qui est plus ou moins qui est immangeable ou qui est fade, et puis on va le pimenter, on va mettre du sel, on va mettre de la sauce, on va mettre des trucs. Donc on fausse l'image du produit. Ah, complètement. Moi je ferai beaucoup sur l'alimentation, sur les diététiques. Manger est presque tout le temps un acte complètement de falsification. Parce que finalement, par exemple, bon, moi je prends des exemples un peu invraisemblables, mais par exemple, quelqu'un qui achète des publicités sur le jus d'ananas, par exemple. Ouais. D'accord, mais autant que les gens mangent des ananas. Ce sera aussi bien. Non, mais je veux dire que ça serait authentique, finalement. Quand on en est de même que par exemple, il y a des produits, on mange des tas de produits. Par exemple, les gens qui sont végétariens, par exemple, ils oublient que le végétarisme, c'est un substitut à la viande. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'a pas ce que j'appelle la culture de pénurie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de viande, donc on remplace par d'autres produits. Mais c'est devenu la valeur par elle-même. Oui, en tant que tel, oui. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on n'a pas ce qu'il faut, donc on fait avec ce qu'on a, Oui. Même aujourd'hui où on a des produits frais, ben on continue à manger du couscous, des spaghettis, des jus. Donc c'est-à-dire qu'ils ont c'est le problème du savoir-faire, c'est on connaît ces produits-là, on a une culture par rapport à ces produits-là, et donc on continue à la consommer, alors qu'elle ne correspond ni à l'évolution économique. Et on pousse plus loin encore. Le citron. Oui, le citron. Le citron. Qu'est-ce qu'il a, le citron? Il est simple. Oui. On ne manque pas de citron. On n'est pas près d'être. Maintenant, il y a des petits emballages plastiques qui ressemblent à du citron. Ah bah oui, c'est vrai. Qui contiennent du jus de citron. Oui, là, voilà. on obtient un niveau C'est supplémentaire. étonnant, oui. On revient à l'imitation Ouais. du produit de base. Mais les enfants, On livre ce qui est dans le produit de base, mais c'est pas le produit de base. Oui. Mais même à la limite, oui, un enfant. Donc les gens, ce que j'appelle, ils perdent le sens de la causalité. Parfait. Cause à effet. On lui dit, il y a cet effet, il y a la cause, mais la cause n'est pas vraiment la cause de l'effet. Par exemple, un enfant qui. Moi je pense que les enfants sont complètement abrutis. Un enfant qui achète, qui boit un jus d'ananas, à la limite, qu'est-ce qu'il sait? Que le jus d'ananas il est sorti de la boîte, de la bouteille. Voilà. Donc la bouteille est la cause du jus d'ananas. Voilà. Il ne voit même pas qu'il y a un ananas quelque part qui se balade. Une étude a été faite à ce niveau dans les écoles primaires au début des années 90. Oui, ça propose du poisson pané. Ouais. Du poisson. Ouais. Et un taux, bon, pas la majorité, mais un taux non négligeable d'enfants ne le connaissaient que pané. Oui. De même, ces enfants, c'était dans le 19e arrondissement à Paris, ne connaissaient les arbres qu'avec une grille en fer autour du pied. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un peu un phénomène qui est, bon là, c'est un peu assez anecdotique, on peut même en sourire. Il y a un petit côté triste, mais on peut en sourire. Là où ça devient moins amusant, c'est quand ça vient se généraliser sur tout un mode de fonctionnement. Non, mais quand vous voyez combien de femmes, d'enfants ne sont plus qu'avec leur mère,
Bon, donc il y a une culture féminine qui s'impose de plus en plus. Et effectivement, le grand enjeu des femmes, c'est de montrer qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes grâce à la magie de la technique. La technique, d'ailleurs le féminisme s'est développé parallèlement à la révolution industrielle. Bon. On peut imaginer que s'il n'y avait pas eu toute la révolution industrielle, les machines, tout ça, le décalage entre hommes et femmes serait beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Et même qu'il y aurait des revendications qui apparaîtraient complètement invraisemblables, aberrantes. Donc, si on a affaire, tout à l'heure on parlait de sabotage, si on a affaire à des gens dont l'intérêt idéologique est de fausser le jeu, pour des raisons d'assimilation, d'intégration. D'ailleurs, ça pose des problèmes, parce que le problème aussi de l'intégration des étrangers. Toutes ces personnes qui sont intéressées à ce que c'est comme des virus dont le corps ne serait pas capable de se défendre. Ils sont intéressés à fausser le jeu normal des réactions. Le cas du sida est intéressant aussi, c'est-à-dire qui sont du côté qui ne sont pas du côté du corps, mais qui sont du côté de ce qui pourrait éventuellement envahir le corps, en quelque sorte, et qui se faire passer. Vous savez qu'un des grands problèmes en médecine, c'est des objets, c'est des phénomènes comme ça qui ne sont pas détectables comme étant étrangers. De toute façon, globalement, l'intégration a toujours posé un problème. Parce que quand on intègre, qu'est-ce qu'on fait? On applique une formule et on rajoute epsilon. Epsilon, oui. Quand on différencie, c'est simple, on tombe sur quelque chose de précis. C'est vrai en mathématiques, c'est vrai en sociologie, c'est vrai dans tous les domaines. L'intégration, ça a toujours été... on nous dit epsilon est infiniment petit. On nous le dit. Il peut être aussi infiniment grand. C'est une norme. Ça nous donne en fait une forme, mais la forme, on ne sait pas où elle doit être posée. Et c'est là où tout se complique. Et ça, on l'a également dans les relations de communication. Et je dirais, dans une certaine mesure, quand je traduis les flashs que j'ai en mots, oui, j'ai une forme, mais ça suffit pas, il faut que je rajoute quelque chose. Il y a toujours l'epsilon, c'est le risque d'erreur, cet epsilon d'ailleurs. C'est comment cette forme va se plaquer sur une réalité. Et puis avoir aussi la différenciation du temps à ce niveau-là. On est toujours dans de l'incertain. Et c'est là où je dirais que ça peut différencier un bon d'un mauvais voyant. C'est cette capacité à sentir l'endroit où il faut poser la forme. Et ça, tous et toutes ne l'ont pas. Beaucoup l'ont, mais tous et toutes ne l'ont pas. Le paradoxe dans cette histoire de voyance, c'est que, en fait, un bon voyant, c'est quelqu'un qui ne dépend pas des outils dont il se sert. Donc, il y a une espèce de... C'est un peu le problème de transfert et contre-transfert. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le client imagine que le voyant ou l'astrologue est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est-à-dire quelqu'un qui a des outils et il se contente de lire ces outils et grâce à ces outils, il peut dire des choses intelligentes. Donc, entre traduisant, moi, si j'ai ces outils, je pourrais faire pareil que lui. Tout à fait. Donc, l'astrologue, c'est quelqu'un qu'on peut imiter. Voilà. Il suffit d'apprendre ce qu'il a appris, on sait. Le voyant, c'est déjà différent. Le voyant, on va voir quelqu'un qui a des pouvoirs dont, a priori, je pense que je ne les ai pas. Donc, voyez-vous, déjà, en certains sens, la demande de voyance est plus saine que celle d'astrologie. Parce qu'on reconnaît que l'autre est différent, voilà, et qu'on n'a pas forcément la possibilité, on n'imagine pas qu'on va forcément devenir l'autre. Or, la technique, c'est aussi une volonté de devenir l'autre. Je vais utiliser tel outil et je serai comme lui. En sachant aussi, ce qui est assez amusant, enfin du moins c'est le cas dans ce cabinet, que beaucoup de voyants viennent consulter. Oui. Ici. Oui, d'accord. Et au départ, je ne m'attendais pas à ça. J'en ai été surpris, agréablement surpris, parce que ça permet ensuite, après la consultation, d'avoir un rapport un peu d'échange. Comment expliquez-vous ce phénomène? Il y a une légende qui dit que le voyant ne voit pas pour lui-même. Qu'on croit en une légende, on lui donne cher.
En fait, c'est pas tout à fait la réalité. Ce qu'il y a, c'est que le voyant voit pour lui-même, comme il voit pour les autres, mais il n'a pas assez de recul pour traduire honnêtement ce qu'il voit, se le traduire à lui-même. Parce qu'il a des désirs, il veut faire coller à ses désirs, c'est humain. Oui. C'est là où est le vrai problème. Oui, mais... Et donc là, ils viennent consulter, parce que étant convaincus qu'ils ne vont pas pouvoir pour eux-mêmes, ils vont voir quelqu'un d'autre. Ben ça, c'est une démarche intéressante aussi. L'astrologue n'aura pas cette démarche, je pense. Je sais pas. Parce que lui, il peut, avec ses outils. Le tarologue, pur et dur, peut tirer les tarots pour lui-même. Les cartes resteront les cartes avec leur sens et leur... Oui, en tout cas, c'est un constat. C'est intéressant de savoir que c'est votre cas, que l'on vient de vous consulter alors qu'on est déjà soi-même voyant. Mais enfin, je répétais que la question, c'est aller voir un voyant, c'est quand même beaucoup plus humain, entre guillemets, que d'aller voir un astrologue ou un tarologue. Ah oui. Parce que... et c'est pour ça que la clientèle n'est pas la même. Et c'est aussi pourquoi les astrologues ne veulent pas être voyants. Parce qu'ils revendiquent, alors c'est paradoxal, ils revendiquent le mérite d'avoir une technique et un savoir. Alors qu'en réalité, cette revendication est plutôt problématique. Puisque ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sans ça. Donc c'est reconnaissant, c'est une faiblesse, c'est une carence. C'est une carence qui est complète. Alors c'est-à-dire que ce sont des faiblesses qui sont complétées par un savoir, qui sont sublimées par ce savoir. Donc je suis incapable de faire ça, mais j'ai un savoir qui me permet de... Et donc, c'est là qu'il y a un renversement de situation. Celui qui connaît la technique est supérieur à celui qui n'a pas la technique. Alors qu'en réalité, au départ, celui qui a la technique, il était à la technique pour avoir ce que l'autre a et que lui n'a pas. Voilà. Et donc, c'est comme le type qui dirait, moi j'ai une jambe en moins, mais avec ma prothèse, je cours aussi vite que les gens qui courent. Et même mieux. Même plus vite, si c'est une bonne prothèse. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de renversement pervers, c'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, les outils on pourrait prendre le cas de l'avion, évidemment. Oui. C'est-à-dire, l'homme ne sait pas voler, mais grâce à l'avion, il vole plus loin que celui qui sait voler. Voilà, et plus vite. De même que, par exemple, quelqu'un qui a des lunettes voit mieux que celui qui n'en a pas, à la limite. Ah oui, très nettement. Alors, par exemple, je vois probablement moins bien que vous, à la limite. Je n'ai pas de lunettes. Il y a peut-être des choses... Donc, et oui, il y a une espèce de renversement étonnant qui fait qu'au fond, il y a des gens qui, idéalement, souhaitent que le monde soit fait uniquement de personnes qui sont appareillées. Tout à fait. Voilà. En fin de compte, voilà. Alors, il y a la lutte entre ceux qui veulent, revenons à l'histoire de Dune, vous savez que dans Dune, dans la saga de Dune, on interdit à un moment donné les ordinateurs, carrément. On dit, il y a des êtres humains qui doivent devenir eux-mêmes ordinateurs. C'est-à-dire qu'au lieu de sélectionner parmi les humains ceux qui sont les plus capables, en évitant toute forme de faux semblants, on développe des machines. Oui. Et moi, je suis sûr que si on tombait sur des extraterrestres quelque part dans l'univers, on verrait peut-être des gens qui ont suivi une toute autre voie que nous. C'est-à-dire qui n'ont pas choisi la voie de la technologie, mais qui eux-mêmes ont fait des sélections constantes de leur propre population pour arriver à élire des gens de plus en plus doués et qui peuvent faire les choses que nous, on fait faire par les machines. C'est ce qu'on appelle dans le système de Dune le manta. Oui. Le manta, c'est un ordinateur humain. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est en train d'évoluer, mais enfin, il y a la biotechnologie, mais enfin, aujourd'hui, l'homme ne sait pas du tout évoluer parce qu'il n'est pas capable de faire la sélection naturelle des éléments les plus doués, puisque les éléments les plus doués sont mélangés avec les éléments les moins doués, mais qui sont appareillés. Voilà, donc on s'en passe. Oui. On s'en passe. Pourquoi aurait-on besoin par exemple, moi par exemple, je suis un improvisateur en musique. Je suis capable d'improviser pendant 1 heure une sonate, etc. Bon. Pourquoi puisqu'on a des gens qui sont capables de jouer très correctement avec une partition, ou même sans partition, enfin qui sont capables de jouer, pourquoi aurait-on besoin... si on éliminait tous les faux semblants, et on disait, mais nous on veut des gens qui fassent des choses vraies,
Oui, et ben à ce moment-là, ces gens-là, on pourrait les mettre en avant. c'est certain. Mais comme, comme le besoin n'est pas créé, quand on donne aux gens une fausse nourriture, ils s'en contentent. On ne crée pas de manque actuellement. Donc c'est ça le problème. On ne crée pas de manque, donc on n'est pas dans une demande. On n'est pas en demande d'authenticité. L'autre jour, je discutais, c'est le mot propre qui est intéressant. D'ailleurs, je crois que j'en parlais avec Annabelle de Villedieu, que j'ai interviewé l'autre jour. Il faut nettoyer les choses et les gens. C'est-à-dire qu'il faut il faut nettoyer, il faut enlever tout ce qui est rajouté, tout ce qui est incrusté. Moi, je compare l'astrologie dans un dernier article que j'ai fait à une vaisselle qui serait sale, où la saleté se serait incrustée. Elle serait tellement incrustée qu'elle ferait partie de la vaisselle elle-même. Voyez-vous. Donc il faut mettre un produit qui enlève qui détache cette saleté incrustée de la réalité. Voyez. Donc c'est ce qu'on appelle dans la mythologie, c'est les écuries d'Augias. Enfin, il faut nettoyer, il faut tout nettoyer. Et effectivement, à partir du moment où il faut retrouver le mot propre. Vous savez, quand on dit au sens propre, on oublie que le mot propre veut dire, ça s'oppose à sale. Donc un savoir propre, une astrologie propre, c'est pas simplement une astrologie proprement dite, c'est aussi une astrologie qui a été nettoyée. Et donc si on devait tout nettoyer, on nettoierait de tout ce qui a été rajouté, de tout ce qui a été greffé, pour retrouver effectivement, et ça c'est la méthodologie, on en parlait tout à l'heure de comment retrouver le savoir originel, ben c'est déjà en le nettoyant. Si on a des produits qui permettent de nettoyer ce qui a été rajouté, eh bien on est bien parti.